Merci François d'accepter d'être le parrain de notre premier festival des jardins-forêts. Donc en quelques mots, comment définirais-tu un jardin-forêt à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Je lui parlerai de potager et je lui parlerai de verger et je lui dirais que c'est un mix des deux. Mais c'est une vision qui est assez simpliste quand même du jardin-forêt. Où derrière, en fait, il y a des niveaux de complexité parce que là-dedans, il va y avoir d'autres strates aussi qui vont venir s'intégrer. On parle notamment, nous, pas mal de vignes. On aime là la vigne et toutes ces grappes qu'elle peut nous réserver une bonne grosse partie de l'année. Et puis, tout un tas d'autres lianes et d'autres plantes, en fait, qui sont aussi là pour être support. Et qui sont aussi intégrés dans ces vergers potagers diversifiés et qui sont là pour attirer des pollinisateurs ou repousser des ravageurs ou distraire les jardiniers ou produire de la biomasse ou améliorer le sol ou retenir de l'eau, condenser de l'eau, enfin voilà, toutes ces plantes qui vont pouvoir avoir des fonctions aussi complémentaires de support et d'aide pour avoir des productions alimentaires issues d'arbres fruitiers, de petits fruits, de couvre-sol, de tubercules ou de lianes. Face au dérèglement climatique, quel rôle peuvent jouer les jardins-forêts? Pour moi, c'est ça qui m'a amené au jardin-forêt, en fait. C'est cette question de finitude des ressources, d'extinction de masse et de changement climatique, qui m'ont amené justement au jardin-forêt. Donc pour moi, ça a vraiment tout son poids à jouer là-dedans. Notamment, voilà, on a des sécheresses qui sont de plus en plus marquées, des canicules qui sont de plus en plus marquées, des fois de plus en plus longues aussi, avec des grosses contraintes sur l'eau. Et le fait de jardiner justement en 3 dimensions, ça permet de réguler justement cet ensoleillement. Ça permet de réguler ces vents qui peuvent être très desséchants, de créer des microclimats en fait, où l'eau et les végétaux vont pouvoir être plus protégés, recyclés. Et du coup, les végétaux qui sont là et qui poussent trop et qui prennent trop la place des autres, ils vont être coupés et donnés à manger au sol. Et le sol va transformer ça pour que ça puisse nourrir les plantes qu'on veut favoriser. Ça s'appelle le chop and drop. Et puis, l'eau, en fait, elle va se retrouver à être transpirer ou évaporer, puis être recondensé et recyclé sur la hauteur. Et puis, il y a des zones qui vont être à la mi-ombre en fonction des heures de la journée, donc qui vont plus être assommées ou grillées par le soleil. Donc, tous des aspects intéressants au niveau de la gestion de l'eau qui sont positifs. Au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de la gestion du sol, au niveau de la gestion de la joie de vivre du jardinier aussi. Parce que quand on mange des fruits qui viennent de vergers où on a des clones de porte-greffes avec des clones de greffons dessus, en fait, on a des rangées de clones. Et donc, on est beaucoup plus susceptible d'être impacté fortement par les tempêtes, par les sécheresses, par les ravageurs, et du coup ça va nous impliquer de mettre en place tout un tas de systèmes qui sont hyper consommateurs d'énergie et qui sont pas forcément très bons pour notre santé, aussi pour notre santé physique, parce qu'on va se mettre à utiliser des produits chimiques ou d'autres produits pour faire en sorte que la grêle ne tombe pas sur nos cultures, ou pour faire en sorte que nos sols finalement puissent nourrir, et du coup on va faire rentrer des intrants chimiques aussi pour fertiliser, alors qu'en fait le sol si on le nourrit et qu'on s'occupe bien de lui, il a toute la capacité pour pouvoir nourrir les plantes. Et du coup nous nourrir aussi. Et puis j'ai envie de dire, il y a aussi un truc de santé mentale où en fait on n'est pas, je connais très peu de personnes qui sont à l'aise en fait avec des grandes rangées de plusieurs kilomètres d'une seule récolte, et qu'en fait le fait d'avoir de la diversité
on se retrouve justement sur des milieux qui sont à la fois un peu anthropisés, mais qui restent des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, dans nos racines, dans nos cellules, parce que c'est ces milieux semi-ouverts de là où on vient. Et en fait, j'en connais très peu qui ne mangent pas de fruits, qui n'aiment pas les fruits. Il y a cette diversité, mais aussi cet accueil pour la biodiversité qui peut être c'est ça. C'est qu'en fait, les plantes sont aussi un support d'accueil pour la biodiversité. Et s'il y a beaucoup de diversité dans les plantes, il y a beaucoup d'accueil de diversité au niveau de la faune, qu'elle soit macro ou micro. Donc, tu vois d'autres utilités, d'autres rôles dans les changements climatiques au niveau de l'implémentation de jardins-forêts dans nos paysages? Oui, après il y a des histoires d'échelle en fait, où quand on est sur des monostrates, au niveau météorologique et des phénomènes qui vont se passer, c'est pas du tout la même chose que quand on est sur des systèmes qui sont bocagés, avec des strates, avec des champs qui sont ouverts, mais entourés avec des haies, entourés avec des parcelles, ou d'avoir des systèmes de forêt avec des clairières. En fait, ça crée de la rugosité dans le paysage et ça permet de diminuer les impacts justement des tempêtes, des vents, des grêles, des ravageurs, des inondations, tout ça en fait, ou des incendies même. Et c'est des choses en fait qui vont permettre aussi au cycle de bien s'effectuer. Oui, au cycle de l'eau aussi. Au cycle de l'eau, mais c'est pas que de l'eau. C'est aussi, je parle aussi des cycles de sol, au niveau de la fertilité des sols. Oui, on peut cultiver de la céréale et des légumes tout sur un étage, mais en fait, ça marche beaucoup mieux si c'est entouré de haies et protégé de haies avec tout un tas de diversité et de biodiversité qui vont agir comme des régulateurs tout autour. Et en fait, le jardin-forêt, c'est un peu pousser ça à plus petite échelle et d'avoir du bocage sur quelques mètres carrés. Et c'est un petit peu à ça qu'on retrouve comme ambiance jardin-forêt, ce qui n'empêche pas d'avoir des modèles agroforestiers aussi avec des plus grands linéaires et des zones ouvertes plus grandes aussi où on peut cultiver en monostrate. Et donc là, on va être plus proche de l'agroforesterie, mais on peut avoir des systèmes ultra diversifiés et très à la fois équilibrés entre performance et robustesse. Et quel message as-tu envie de partager aux futurs visiteurs du festival, de notre premier festival des jardins-forêts en Belgique? Il faut être là. Il faut être là. C'est les premières. Et j'espère que c'est pas les dernières. Donc, même si vous n'êtes pas là cette fois-ci, rejoignez-nous, rejoignez l'équipe des Sylvaniers belges et des jardins-forêts, des festivals jardins-forêts belges, parce qu'il y a une énergie débordante. Et puis il y a plein de choses à visiter, avec lesquelles on peut s'inspirer pour créer chacun ses petits jardins-forêts ou ses grands jardins-forêts chez soi ou autour de chez soi. Eh bien, c'est avec grande joie. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Et en septembre au festival. À tout bientôt en septembre.